Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 135. Alors c'est un épisode d'actualité. Je vais développer assez rapidement 3 points d'actualité. Le premier, c'est loi de finances, où on en est et ce qui concerne les dispositifs relatifs à l'immobilier, quand est-ce qu'on va les voir arriver. Deuxième point, une loi qui vient d'être adoptée par le Sénat concernant la régulation du foncier, donc qui est faite pour faciliter la vente de foncier dans les communes pour faciliter la construction neuve. Et puis, troisième élément, la prime Rénov'. La prime Rénov', ça y est, on est à 2 doigts que ça reparte. Je vais vous expliquer tout ça. Passion Immo, épisode 135, c'est parti. Alors maintenant, un point sur la loi de finances pour 2026. On arrive dans la phase finale. Bon, on est pourtant en février, le 8 février, au moment où j'enregistre cet épisode, la loi de finances n'est toujours pas promulguée. Donc, c'est une question de jour, mais disons que la phase finale est toujours un petit peu compliquée. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que en cela, on est quasiment dans le calendrier de l'année dernière, parce que l'année dernière, de mémoire, on avait dû avoir une publication au journal officiel de la loi de finances pour 2025 aux alentours du 15 février. C'est sans doute le schéma sur lequel on va aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Pour récapituler très rapidement, on a eu le vote définitif à l'Assemblée nationale de la loi de finances par 49.3, ce qui n'était pas nécessairement ce qui était prévu au départ, mais bon voilà, on va pas revenir sur tout ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'affaire est terminée ? Pas du tout, parce que le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février, donc il y a seulement quelques jours. Alors, d'une part, par plus de 60 députés, c'est la procédure du groupe Rassemblement National. Par ailleurs, par le Premier ministre lui-même, ce qui est assez original dans la démarche. Et puis le 5 février, c'est cette fois plus de 60 députés de plusieurs groupes, la France Insoumise, les écologistes, la gauche démocrate et républicaine, etc. Maintenant que le Conseil constitutionnel est saisi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se prononcer sur un certain nombre des aspects de la loi de finances, ce qui veut dire qu'il est toujours envisageable que le Conseil constitutionnel censure certains aspects de la loi de finances. Donc c'est toujours ce que je dis, tant qu'on n'a pas eu cette décision du Conseil constitutionnel, il y a des points sur lesquels il peut y avoir des incertitudes. Donc on va encore attendre quelques jours. Alors le Conseil constitutionnel, il a quand même un temps normalement qui peut être assez important pour se prononcer. En général, concernant une loi de finances, et c'est ce qu'il avait fait l'année dernière, il avait été beaucoup plus rapidement pour essayer d'accélérer les délais. Notamment, il y a un élément extrêmement pratique, c'est pas le seul, mais disons que celui-là, il est important. La prime Rénov', elle est figée tant que la loi n'a pas été promulguée. Donc là, on va attendre, je vais en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Qu'est-ce qui va se passer avec la prime Rénov'? Mais elle ne va démarrer qu'au moment de la promulgation. Donc on voit qu'il y a encore quelques petits éléments ici en attente. Maintenant, si je m'intéresse à l'immobilier, parce qu'une loi de finances, c'est évidemment beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors là, je vais pas rentrer dans le détail cette fois. Juste pour, là encore, tracer des pistes. On a une augmentation du barème de l'impôt sur le revenu. Alors ça concerne tout le monde, mais évidemment, quand on fait de l'investissement immobilier, on s'intéresse au premier chef de cet élément qui permet, en fin de compte, de modérer une hausse éventuelle de l'impôt sur le revenu.
On a la surtaxe sur les hauts revenus qui est prolongée. Là, pareil, je pense que j'en parlerai pour voir quel peut être l'impact. On a le régime de l'apport-cession qui est sur lequel il y a des modifications qui sont apportées. Alors là, c'est très technique. Ça peut concerner effectivement qu'est-ce qui se passe quand j'ai des biens immobiliers dans le cadre d'une société et puis que je veux faire de l'apport de ces biens ou je veux céder des parts. On a des modifications qui concernent les holdings et notamment on sait que les holdings ont été très critiqués parce qu'elles servent un petit peu de réceptacle pour échapper à l'impôt et on a voulu enlever ce qu'on appelle les biens somptuaires de ces holdings. Alors les biens somptuaires, on pense tout de suite, je sais pas moi, aux bateaux de luxe que je pourrais posséder, aux bijoux, etc. Donc effectivement, une holding logiquement ne sert pas à ça. Bon, ça pose aussi la question si je mets des biens immobiliers dans une holding et que j'utilise la holding pour faciliter la transmission à mes enfants en leur permettant de payer moins de droits de succession. Bon, là encore, va falloir faire un petit point sur cette réforme des holdings. Il y a le pacte Dutreil qui devrait être visé. Alors le pacte Dutreil, pareil, la question de l'immobilier dans un pacte Dutreil, elle est importante. Bon, je rappelle juste que le pacte Dutreil, c'est un dispositif global qui permet de transmettre une société à ses enfants, une activité, et donc par là même de faciliter la transmission d'entreprise. La problématique, évidemment, sur le plan fiscal, c'est quand on utilise le pacte Dutreil pour y mettre des éléments d'actifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec des actifs d'une société. Bon, là, il y a des changements qui devraient intervenir, et notamment par rapport au Conseil constitutionnel. Le pacte Dutreil est un des points sur lesquels on se demande si le Conseil constitutionnel ne va pas censurer. Il y a des dispositions concernant les propriétaires non résidents. Là encore, j'y reviendrai dans le détail, dans un autre épisode. C'est pas le moment ici, sinon l'épisode va durer 3 heures. Et puis on a évidemment l'investissement locatif Jean Brun, qui est un petit peu le gros morceau de cette loi de finances. Mais vous voyez, j'ai énuméré pas mal de trucs, ce qui veut dire que il faut pas se focaliser sur l'investissement locatif Jean Brun. On aurait tendance à croire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a quand même d'autres éléments derrière. Sur le dispositif Jean Brun, j'y ai consacré un épisode quand même plutôt détaillé. C'est le dernier. Voilà, vous pouvez aller l'écouter. J'avais émis des réserves sur quelques points, mais je le dis très précisément, ça donne quand même une bonne approche. Et je rappelle également autre chose, si vous voulez une fiche détaillée sur cet investissement locatif Jean Brun, vous pouvez aller la télécharger gratuitement, bien évidemment. Voilà, c'est un PDF qui fait vraiment le point très détaillé sur tout ce que vous voulez savoir sur cet investissement locatif Jean Brun. J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Vous allez récupérer ça et puis voilà, ça permet d'approfondir les choses. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses quand même dans cette loi de finances pour 2026. On y reviendra. Mais là maintenant, on attend une censure éventuelle ou pas du Conseil constitutionnel. Donc, affaire à suivre. Alors, un point législatif, et ce point législatif va concerner principalement le Sénat. Le Sénat s'est attaqué depuis plusieurs mois à la question de la crise du logement, en particulier sur la régulation du foncier. Il y a des choses qui se sont passées ces derniers jours. Je vais faire un point très rapide. Alors, on sait qu'il y a une crise plutôt très grave, il faut le reconnaître, de la construction neuve. Il y a plus assez de construction neuve en France. Les chiffres concernant les dépôts de permis de construire, les mises en chantier sont quand même problématiques. Alors, c'est toujours multifacteur, comme toujours. Premier élément, on a l'augmentation des coûts des matériaux qui a quand même largement impacté le coût de la construction neuve. On a également
toutes ces règles, alors évidemment qui partent d'un bon sentiment sur l'énergie, etc., sur l'exigence qu'on doit avoir sur ce plan, bah oui, mais là encore, c'était un facteur d'augmentation des coûts. On a un autre élément qui est celui du foncier, c'est-à-dire la difficulté à trouver des terrains, et puis quand on en trouve à des prix qui sont des prix souvent trop élevés. Ça, je vais y revenir parce que c'est le Sénat. Le Sénat a souhaité travailler dans ce sens-là. Puis il y a un autre élément que je trouve qui est souvent trop laissé pour compte, alors qui est mis en avant quand même de temps en temps, à savoir cette ambivalence des citoyens, c'est-à-dire vous, moi, où quelque part on râle qu'il n'y a pas assez de construction neuve, mais on n'en veut pas chez soi, quoi. En gros, on n'en veut pas dans sa rue. Alors comment ça s'illustre ? Ça s'illustre tout simplement que dès qu'il y a le moindre projet de construction neuve dans une rue, dans un quartier qui a un dépôt de permis de construire, hop, fleurissent derrière très rapidement des associations de riverains qui viennent s'opposer, etc. Alors, qui ralentit de manière extrêmement importante l'opération elle-même, et ça, c'est un vrai souci. Et il y a un moment, alors tant pis si je fais pas plaisir en disant ça, mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une prise de responsabilité des uns et des autres. Ce qu'on appelle le collectif. Le collectif, c'est accepter qu'il y ait de la construction aussi à quelques dizaines de mètres de chez soi, parce que sinon, ça va être compliqué de faire de la construction neuve s'il y a ces réticences. Bon, alors le Sénat, lui, s'est attaqué à la régulation du foncier. Alors notamment, c'est le travail d'une sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone, qui travaille beaucoup sur la question du logement et que je trouve assez pertinente en général et plutôt, ça fait partie de ces parlementaires qui ont des choses à dire sur cette question du logement. Donc on avait une loi qui avait été déposée le 28 novembre dernier. Et là, elle a été adoptée, cette loi, le 13 janvier. Alors, on est parti d'un constat, c'est que le prix du foncier nu, il a presque triplé, je dis bien triplé, entre 2000 et 2020. Qu'on se rende compte, sur 20 ans, les prix du foncier ont été multipliés par 3. Donc on se doute évidemment, dans ces conditions-là, qu'il y a une vraie difficulté. Alors la proposition de loi de Madame Estrosi Sassone, c'est, pour simplifier, de permettre aux collectivités, à titre expérimental, donc ça veut dire que plus tard on fera un constat de cette loi, un bilan de cette loi pour voir s'il faut la faire perdurer ou au contraire changer le dispositif. Donc cette loi, elle permettrait aux collectivités d'user du droit de préemption urbain pour un nouveau motif. Alors, il y avait des motifs jusqu'à maintenant pour que les collectivités puissent exercer leur droit de préemption. On en rajoute un, réguler les marchés fonciers et immobiliers en vue de créer des logements. Ça veut dire qu'en fait, les collectivités pourraient se substituer à l'acheteur si le prix convenu est jugé excessif. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant, mais ça rencontre pas que des acceptations générales. Vous avez le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Bon, lui, il est contre. Lui, il dit si on a des propriétaires qui sont visés par une préemption, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont préférer conserver leur bien plutôt que de le vendre moins cher. Et finalement, la loi irait à l'inverse de ce qu'elle prévoit, elle raréfierait le foncier et elle ferait encore monter les prix. Bon, donc ça c'est la position de Pascal Boulanger. Bon, après tout, Fédération des promoteurs immobiliers, c'est quand même un point de vue qui est intéressant. Et puis il y en a d'autres qui sont plus nuancés, les maires notamment, qui disent que ça peut être un outil supplémentaire, même si quand on regarde les prises de position des uns et des autres, ils considèrent que de toute façon, ça va être une mesure qui sera assez complexe
à mettre en place et qu'elle sera finalement peu utilisée. Et donc que le levier sur le foncier risque finalement d'être assez marginal et d'avoir un impact quand même très mesuré. Bon, donc voilà, on a ça. Et puis, il y en a un autre, j'ai lu dans les réactions, qui disait oui, mais ce qu'il faudrait, ça serait plutôt agir sur la fiscalité. Pourquoi ? J'essaie d'expliquer en 2 mots. Quand vous revendez un terrain pour de la construction, que vous êtes propriétaire, évidemment, on va appliquer une taxation sur les plus-values immobilières. Bon, et on connaît la mécanique de taxation des plus-values immobilières qui fait que plus vous détenez longtemps un bien immobilier, donc ici un terrain, plus vous allez avoir des abattements pour durée de détention, plus ça va diminuer votre imposition à la revente. Bon, et ce que disent certains maires, c'est que c'est un petit peu paradoxal parce que ça veut dire que le propriétaire a intérêt à attendre le plus longtemps possible pour revendre son terrain pour accepter un projet de construction neuve. On devrait faire le contraire, c'est-à-dire que plus un propriétaire prend cette décision de revendre vite, donc c'est-à-dire de mettre à disposition du foncier, on devrait l'avantager fiscalement. Bon, alors évidemment, quand on dit ça, on change, on inverse complètement le raisonnement que l'on peut avoir par rapport aux plus-values immobilières. C'est une idée intéressante. Bon, je suis pas convaincu que qu'elle serait acceptée par les pouvoirs publics et par le ministère des Finances en particulier. Bon. Alors, tout ça est à surveiller de près. On voit que le Sénat a eu cette tentative de s'attaquer au prix du foncier. Là encore, comme sur de nombreux sujets, affaire à suivre. Alors, maintenant, la prime Rénov'. Que dire sur la prime Rénov'? Alors, la prime Rénov', c'est devenu une aventure avec ses rebondissements. On en a l'habitude maintenant depuis à peu près 2 ans. Alors, la prime Rénov', elle va repartir. Alors, pourquoi elle repart ? Parce qu'elle s'était arrêtée. Elle s'était arrêtée tout simplement parce que le budget n'avait pas été voté au 31 décembre, comme c'est prévu logiquement. Faute de vote du budget, la prime Rénov', elle s'arrête momentanément. Alors maintenant, on sait qu'elle va redémarrer. Le ministre l'a déclaré il y a quelques jours sur Europe 1. Il a dit, voilà, j'avais dit très clairement que sans budget, il n'y aurait pas de guichet MaPrimeRénov'. La bonne nouvelle, a dit le ministre, c'est que ça y est, il y a un budget. Donc, dès la promulgation de la loi, ce qui va arriver dans quelques jours, je vous confirme la réouverture complète de MaPrimeRénov'. Maintenant, attention, on va pas jouer sur les mots, mais comme le dit fort justement le ministre, tout ça va se faire à la promulgation de la loi. Alors la promulgation de la loi, j'en ai parlé un petit peu précédemment. La promulgation de la loi, on ne sait pas tout à fait encore quand est-ce qu'elle va intervenir. Alors c'est une question effectivement de jours, et à ce moment-là, le guichet MaPrimeRénov' sera de nouveau disponible. Donc il faut regarder ça avec attention. Maintenant, si on fait un peu le point sur la prime Rénov', on a déjà 83 000 dossiers qui avaient été déposés en 2025 et qui sont en attente de traitement. Alors donc déjà, ça va limiter le potentiel de MaPrimeRénov' en 2026. Pourquoi ? Parce que on sait que maintenant MaPrimeRénov' fonctionne sur un principe de guichet, c'est-à-dire il y a un nombre de dossiers maximum qui est ouvert dans l'année, et quand le quota a été atteint, c'est terminé, il n'y a plus d'aide ici. Alors qu'est-ce qui est prévu cette année ? Alors déjà, il y a une enveloppe globale d'environ 3,5 milliards d'euros. Alors c'est une enveloppe qui est équivalente à celle de l'année dernière. On aurait pu imaginer un recours avec à davantage de budget. Bon, c'est pas le cas.
Nous aurons cette année 150 000 travaux de rénovation isolés et 120 000 rénovations globales de logements. Pour être plus précis, 68 000 en copropriété et 52 000 en logement individuel. Donc voilà à peu près le quota global pour l'année 2026. Le dispositif, maintenant, il va davantage financer ce qu'on appelle des rénovations globales, c'est-à-dire plus de 2 gestes d'isolation qui sont pris en compte, et éventuellement certains gestes comme le changement d'une chaudière ou de fenêtre. Voilà. Alors pourquoi on cible ça ? Parce qu'on a estimé, ce qui est tout à fait logique, que les travaux de rénovation globale sont plus efficaces que de simples gestes. Dernière chose à dire par rapport à ça, c'est tout simplement, il faut se dépêcher, il va falloir se dépêcher parce que vous voyez, compte tenu de ce contexte, les premiers arrivés seront les premiers servis et malheureusement, ceux qui se réveilleraient soit un peu tard, soit qui auraient des projets plus tard au cours de l'année 2026, ils risquent de passer à côté de ma prime rénov'. Donc, on attend plus que quelques jours avant la prise en compte du dispositif 2026. Notre épisode est terminé, épisode d'actualité. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement, je pense d'ici quelques jours, un épisode qui va être un épisode où, avec Alexis Biel, qui est conseiller en gestion de patrimoine, on va évoquer une question qui est une question un petit peu technique, mais qui peut intéresser quand même largement les entrepreneurs, notamment comment on organise l'immobilier quand on est entrepreneur. Est-ce qu'on fait de la détention directe ? Est-ce qu'on fait une société ? Comment on peut éviter de payer des plus-values immobilière à un moment donné? C'est une question qui est vraiment très intéressante et l'épisode avec Alexis va permettre de décrypter tout ça. Donc, épisode achevé pour cette fois. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et j'en passe. Et puis je vous rappelle la petite info que je vous ai donnée en cours de l'épisode. Si vous voulez avoir des informations plus précises sur le dispositif Jeanbrun, le statut du bailleur privé, le nouveau dispositif de défiscalisation, vous allez dans les notes de l'épisode, vous allez trouver un lien et vous allez aller pouvoir télécharger un PDF qui va dans le détail de ce nouveau dispositif fiscal. C'est gratuit, j'insiste bien, je suis pas en train de vous vendre un truc. Voilà, donc allez-y sans inquiétude. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Thank you.